Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition du mois d'août des Tech Thursdays de WatchGuard Canada. Mon nom, Patrice Desaulniers, Sales Engineer Canada. Un petit peu d'infos sur moi-même. Je suis basé à Shawinigan. Je suis avec WatchGuard depuis 2019. Et puis, avec ce qui se passe ces temps-ci, je suis très content que le hockey recommence. Juste une petite chose humoristique que je voulais rajouter aujourd'hui. Ce que nous avons à l'agenda aujourd'hui, on va parler d'authentification multifacteur. Pourquoi Hotpoint? C'est quoi Hotpoint, notre produit pour l'authentification? On va jaser un petit peu de ça. On va voir les composants. Qu'est-ce que ça fait? On va gérer nos ressources. C'est quoi une ressource Hotpoint? Comment on va travailler avec ça? Ensuite, on va aller faire nos petites démonstrations. On va passer assez rapidement au mode démo. On va aller voir comment générer justement des licences démo pour Hotpoint pour chacun de vos comptes, soit partenaires ou clients. On va aller faire le tour des configurations un petit peu et on va voir comment la gestion et la surveillance de tout ça, les logs, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc, on commence avec l'authentification et l'authentification multifacteur. C'est quoi s'authentifier? S'authentifier, c'est prouver que vous êtes la personne que vous réclamez être. Qu'on arrive à quelque part, une porte qui est fermée, une porte qui est barrée, un agent de sécurité qui nous arrête pour rentrer dans un building, un poste de travail qui nous demande de l'information d'authentification. Il dit, t'es qui? Puis prouve-moi que t'es ça. Alors, on a un arrêt. On se fait arrêter. Il faut faire une vérification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir notre clé. On va sortir notre mot de passe. On va sortir notre carte d'identification pour démontrer qu'on est bien Patrice Desaulniers puis qu'on a le droit d'accéder à la ressource, qu'on a le droit de rentrer dans la maison, qu'on a le droit de faire des choses. Un coup que notre identité elle a été prouvée, ben on va avoir le go. On espère avoir le go, puis on va être capable d'aller utiliser la ressource à laquelle on est affaire. Qu'est-ce qu'on a pour prouver notre identité? On a des choses qu'on appelle des facteurs d'identification. Le premier, c'est quelque chose qu'on sait. C'est plus populaire. Ça fait longtemps qu'on s'en sert. Ça fait longtemps que c'est des choses qui sont là, qui sont présentes. On parle de mot de passe. Le mot de passe, c'est une façon de prouver qu'on est la personne qu'on prétend être. Un PIN, une question secrète. On les voit souvent passer, les petites questions secrètes. Quelque chose que vous êtes les seuls à savoir. La deuxième méthode d'authentification, c'est quelque chose que vous avez. On a un appareil mobile avec une application spécialisée dessus. On a un jeton matériel avec un mot de passe à utilisation unique dessus. On a une carte avec RFID pour être capable de débarrer, qui sert comme une clé pour les portes. On a une clé justement aussi de maison, une clé de serrure. Le troisième facteur, c'est quelque chose que vous êtes. Notre façon de prouver qui qu'on est, empreinte digitale. Reconnaissance faciale. Les appareils mobiles aujourd'hui, les nouveaux, supportent un petit peu toute cette façon-là de débarrer l'appareil via une reconnaissance qui est faciale ou le scan rétinier qui est quelque chose qui est unique à chaque personne. Fait que ces trois choses-là se trouvent à être trois facteurs d'authentification. La méthode normale, c'est d'en utiliser une pour authentifier quiconque. Quand on va parler d'authentification multifacteur, on va mettre plus qu'un facteur. On va utiliser le mot de passe avec un jeton. On va utiliser un jeton avec une empreinte faciale. On va utiliser le mot de passe avec l'empreinte faciale. Donc, on va utiliser plus qu'un facteur pour augmenter le niveau de sécurité de l'authentification. Autrement dit, prouve-moi par deux choses que tu es bien la personne que tu prétends être. Petit point que je voulais aborder aujourd'hui concernant l'authentification, surtout l'authentification multifacteur, c'est l'utilisation personnelle de ça. La façon, comment aborder les gens, comment dire, parce que l'application, c'est pas juste une application, l'application Hotpoint, c'est pas juste une application qui sert pour les jetons WatchGuard. On peut embarquer des jetons pour l'utilisation personnelle. Comme on voit un petit peu dans le démo que j'ai mis là, on a des jetons tiers, mais ça, c'est tout pour des applications que moi j'utilise, que j'ai activé l'authentification multifacteur dessus. Pourquoi? Parce que d'habitude, peut-être par paresse ou par complexité d'avoir des mots de passe justement complexes partout,
les gens ont tendance à réutiliser le mot de passe. Puis, on va le voir, les bases de données se sont faites, il y a eu des bases de données hackées, puis il y a des endroits sur le dark web, même très publiquement, où on peut retrouver toutes ces bases de données-là avec les noms d'usagers puis les mots de passe. Quelqu'un qui réutilise, surtout que les mots de passe, les noms d'usagers, maintenant, c'est souvent un courriel, que ce soit un courriel personnel ou professionnel, puis qu'on réutilise notre mot de passe, ça veut dire que je peux me loguer avec le même, sachant ces informations-là, le même courriel et le même mot de passe sur plusieurs sites. Fait que si on active au moins l'authentification multifacteur, 2, 3 facteurs, on va s'aider côté sécurité. Ce que j'ai mis là, j'ai mis un petit lien vers un site qui n'est pas un site WatchGuard. C'est pas WatchGuard, c'est juste pour en parler, pour montrer, pour mettre l'emphase sur l'authentification multifacteur, qui est twofactorauth.org, qui est un site que j'aime bien aller consulter, mais que j'aime, je vais juste monter mon navigateur ici, que je veux vous montrer. Où est-ce qu'on peut aller voir des sites? Regarde, on a ici des sites de finance. Quand ils sont rouges, je ne supporte pas la MFA. Quand ils sont verts, ils l'ont. Et si je m'en vais dans le banking, j'ai la même chose. On va faire le tour des banques qui utilisent du deux-facteurs authentification, qui l'utilisent pas. Je peux même aller chercher, faire une recherche, puis mettons, je vérifie, est-ce que Facebook propose de l'authentification multifacteur? Oui, Facebook, là. Fait que j'aime bien consulter ce site-là et j'aime ça le montrer au monde pour montrer que même côté personnel, cette technologie-là peut aider grandement à protéger nos informations. Toutes ces choses-là, c'est des choses personnelles, c'est des choses qu'on veut pas que tout le monde voit. Compte de banque, photos, ces choses-là. Fait qu'on peut embarquer la sécurité de l'authentification multifacteur sur différents sites. Fait que c'était ma petite aparté aujourd'hui par rapport à ça. Ce qui m'amène au sujet suivant, le Dark Web Scanning, qui est un nouvel outil que vous allez retrouver soit dans le portail partenaire ou dans le compte WatchGuard Cloud si vous êtes un client. Où est-ce qu'on peut faire une vérification d'un domaine de courriel ou d'un courrier unique, voir est-ce qu'il est déjà dans une base de données qui a été hackée et leakée, coulée sur les internets, sur des liens accessibles à tout le monde. On va être capable d'aller chercher un domaine. Au niveau partenaire, prendre un domaine de courriel, aller faire la demande, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Si on voit ici, comme dans le cas du domaine testé qui est watchguard.com, il y a eu effectivement des adresses, des noms d'usagers et des mots de passe qui apparaissent dans des bases de données qui sont maintenant disponibles de façon publique, puis les choses sont là. Fait qu'on va être capable de les avoir. Et on peut envoyer l'information totale avec les courriels en cause et une portion des mots de passe. On n'aura pas le mot de passe au complet, on va avoir 4 caractères à l'administrateur du domaine en question. Fait qu'on sera pas capable comme partenaire de le voir nous, mais on va être capable de l'envoyer à notre client pour montrer que, regarde, s'il y a des gens qui ont maintenant fait, qui ont fait des créations d'usagers avec leur compte de courriel d'entreprise et le mot de passe a été leaké, a été coulé. Est-ce que c'est possible que ces gens-là aient utilisé le même mot de passe pour leurs applications internes à l'entreprise, pour se connecter à l'AD, pour se connecter aux applications financières, ces choses-là qui sont accessibles par le web? Est-ce que quelqu'un aurait pu essayer de se connecter avec ce même nom d'usager-là, ce mot de passe-là, au serveur Exchange, par exemple? Donc, c'est une très forte possibilité de faille de sécurité. Fait qu'on va être capable d'envoyer ce rapport-là au gestionnaire du domaine en question. On peut faire aussi une recherche sur une adresse unique, faire la même chose, voir si on a de l'information qui est écoulée là, et envoyer le rapport en disant, ton courriel, soit personnel, soit d'entreprise, apparaît dans diverses bases de données, puis voici le mot de passe que tu avais dans le temps en passant. Fait que c'est une façon de faire des validations pour nos clients, démontrer que l'authentification multifacteur, ça a son côté sécuritaire, que c'est important pour les entreprises, puis qu'on a quelque chose à faire avec ça. Ce qui m'amène à parler, notre produit à nous autres, Hotpoint de WatchGuard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est un outil justement d'authentification multifacteur. On rajoute un facteur d'authentification pour
les connexions, mais au niveau entreprise, au niveau sécuriser toutes les ressources de vos clients. Ça, je parle un peu de Hotpoint, lancé fin 2018, qui fournit l'authentification multifacteur via des jetons pour protéger toutes les connectivités aux ressources d'entreprise. Ça s'intègre dans la plupart des flux d'authentification. On va voir tantôt, je vais vous montrer une liste qui s'appelle les guides d'intégration Hotpoint. J'ai même mis le lien dans une des diapositives. On va revenir dessus. Tout ce qui s'intègre, toutes les applications dans lesquelles Hotpoint peut s'intégrer, que Hotpoint peut protéger. On a fait des guides étape par étape, comment configurer ça. Donc, on a un bon outil pour vous autres qui configurez ça, savoir comment faire. Fait qu'on ça nous donne en même temps la liste de ce qui est supporté et fonctionnel. Ça a été testé par nous autres WatchGuard. Le petit point que je voulais apporter, c'est la licence qui est par utilisateur. Donc, si j'ai un utilisateur qui est Patrice, mais qui a plusieurs jetons, je peux avoir deux jetons d'application mobile, mais que j'ai aussi un jeton matériel, un hardware token. Donc, j'ai plus qu'une façon de prouver mon identité au niveau MFA, mais je compte que pour une licence, étant donné que c'est licencié par utilisateur. Mais tout ce que les usagers ont à faire, c'est d'aller installer l'application, ce qui est assez simple. Vous avez vu tantôt le petit capture d'écran de quoi ça va de l'air. En quoi ça consiste Hotpoint? C'est une application qui est basée dans WatchGuard Cloud, donc qui est hostée par nous autres WatchGuard, mais il y a les composantes alentours qui vont s'intégrer dans tout ça. Donc, la première qui est importante, c'est le jeton mobile en lui-même. On a un jeton qui s'installe sur Android, iOS, qui est capable de faire fonctionner tout ça. Et on ajoute avec ça les jetons matériels. On supporte encore des jetons tierces parties, mais maintenant, depuis assez récemment, depuis même pas 2 semaines, on a les jetons matériels WatchGuard qui sont rouges WatchGuard, qui sont super le fun, mais qui peuvent être embarqués et qui sont intégrés automatiquement dans la plateforme. Ces jetons-là vont protéger des utilisateurs qui peuvent provenir de la base de données locale à Hotpoint, soit qu'on les crée dans la base de données de façon manuelle ou qu'on va les importer d'une base de données d'entreprise de type, exemple LDAP comme Active Directory, qu'on veut importer tout ça. Ce que ça va faire, ça protège des applications. On a des applications web, on a la liste là, ça peut être Salesforce, ça peut être Office 365, ça peut être AWS. Et là, on va aller chercher une grande quantité d'applications là. Ça protège aussi l'environnement de l'entreprise, les ressources internes, les accès VPN, les accès à distance, les serveurs remote desktop, les postes de travail, Mac, Windows à l'interne. Fait qu'on va être capable de protéger nos ressources d'entreprise avec l'utilisation de Hotpoint. Tout ça basé sur des politiques de risque. Est-ce que l'utilisateur est à l'interne, il est à l'externe? Est-ce qu'il est placé où? Et le système va prendre une décision sur est-ce que j'utilise un MFA dans le cas d'un utilisateur qui est déjà dans le réseau ou s'il vient de l'externe. On pourra faire des différences un petit peu avec ça aussi. C'est composé de quoi? Hotpoint, on a minimum 2 choses et pour que ça fonctionne, ça nous prend l'environnement de gestion, la base de données, l'information Hotpoint qui est gérée, qui est chez WatchGuard, qui est dans WatchGuard Cloud. Et là, on va avoir tout l'ensemble du système qui va fonctionner. On va aussi avoir la place, c'est l'endroit où on va retrouver tous nos agents, l'Hotpoint Gateway, tout ce qu'on a besoin pour aller faire travailler ailleurs les différentes composantes qu'on va voir qui sont optionnelles à côté. L'autre composante requise, c'est le jeton, une application qu'il faut installer. Souvent, on va entendre les utilisateurs qui vont nous dire c'est une application d'entreprise, mais c'est mon téléphone personnel. Je ne veux pas nécessairement installer ça sur un appareil personnel. On a pour ça les jetons matériels pour aider, mais je reviens à ce que je vous ai raconté au départ. L'authentification multifacteur, c'est pas juste pour l'entreprise, c'est aussi pour mes applications, mes accès personnels. L'application Hotpoint mobile gère aussi ces jetons-là, ces jetons tiers-là.
ça peut devenir mon gestionnaire de jetons. Fait que ça devient une espèce d'incitatif à dire au monde, installez l'application pour les jetons Hotpoint, mais servez-vous-en pour protéger l'ensemble de vos accès aussi. Fait qu'on va aller chercher ça. Fait que pour fonctionner, qu'est-ce qu'on veut protéger? Et là, c'est chacune des composantes qui vont être optionnelles. Autrement dit, je peux ou pas l'installer, dépendamment de ce que je veux faire. On veut protéger les postes internes, les postes de l'entreprise, Windows, Mac, on va être capable d'installer l'agent. On veut protéger des ressources Radius. On veut aller chercher les informations des usagers Active Directory. On va avoir à installer la passerelle Hotpoint, la Hotpoint Gateway, qui est un petit logiciel qui fait 3 rôles. Le serveur Radius, l'agent pour aller synchroniser Active Directory puis aller faire les corrélations si j'ai un usager P2OVNI qui essaie de se loguer. Étant donné que l'usager n'est pas stocké dans Hotpoint, il va rester dans Active Directory, ça me prend un agent qui va aller valider si le mot de passe que je donne est vraiment bon et qui va aller servir aussi de passerelle si on sert des services ADFS, qui est les Active Directory Federated Services. Si on veut fédérer un domaine, exemple avec Office 365, pour faire une authentification croisée. L'autre portion qu'on devrait installer si on va avec ADFS, c'est un agent qui va s'installer en plus de la passerelle sur notre serveur ADFS qui est front à l'Internet, puis qui va nous permettre d'authentifier nos usagers pour ça. Un coup, cet agent-là l'a installé, on a le choix de dire maintenant, mon authentification, je veux me servir de Hotpoint. Pour ceux qui utilisent les Remote Desktop Services de Microsoft, il y a aussi une composante qui s'appelle RD Web, qui est un serveur web frontal à tout ça qui permet de publier des bureaux, des applications déjà préconfigurées. Mais on a un agent d'authentification Hotpoint pour ça. Comment qu'on peut se servir de l'application pour authentifier un usager? Le premier, par authentification push-base. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'envoie une demande à l'application, dire Patrice, essaie de se connecter. Est-ce que tu refuses ou approuves? On n'a pas besoin d'aller rentrer le petit mot de passe à 6 chiffres, aller faire une autre opération. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire j'accepte ou je refuse. Si c'est moi qui l'ai fait, c'est sûr que je vais cliquer sur accepte. S'il y a eu une demande, quelqu'un est tombé sur mon mot de passe, il y a eu un accès, quelqu'un a réussi à trouver, parce que un mot de passe réutilisé, n'importe quoi, un bon vieux post-it sur l'écran, et là je souris beaucoup, ça peut arriver. Fait que là, je vais avoir une demande, dire Patrice, il y a quelqu'un qui avait ton mot de passe qui essaie de se connecter. Et là, je peux faire refuser. Mais là, aussitôt que ça arrive, c'est un signe que mon mot de passe est connu. Ça serait grand temps que je le change. Par contre, si on veut faire du push-base, j'ai besoin d'avoir un accès Internet. Autant pour le client qui cherche à authentifier l'usager que pour le jeton. Si j'ai pas d'accès à Internet, pas de problème, on peut y aller par code QR. Fait qu'il va y avoir un challenge qui va être fait que c'est juste le jeton de l'utilisateur qui peut résoudre. Fait que via ça, on va voir après comment on va gérer ça, pourquoi que c'est juste ce jeton-là qui peut le résoudre. Puis on va avoir un petit défi, un petit challenge qui va être généré, puis on va avoir une réponse à ce challenge-là, puis ça va nous permettre de l'authentifier. Sinon, on peut toujours y aller par un mot de passe à usage unique, un one-time password, qui dans notre cas, dans le cas de WatchGuard Hotpoint, il est basé sur le temps, sur l'horloge, et non pas une liste prédéfinie de jetons. Ce qui nous donne un petit plus de sécurité, c'est pas quelque chose qui peut apparaître quelque part, c'est pas quelque chose qui est prévisible parce que ça a été déterminé d'avance, c'est vraiment basé sur le temps. Fait qu'un time-based, one-time password, on va chercher notre petite coche de sécurité un petit peu plus là. Chaque jeton, quand on va créer un jeton, on va le voir tantôt, il va aller chercher, aussitôt qu'il s'installe sur l'appareil mobile, il va aller chercher les informations, l'ADN de l'appareil mobile pour générer ce jeton. Ce qui fait qu'il devient unique. Par contre, ça nous donne une petite complication. Ce jeton-là ne peut pas être migré sur un autre appareil. Étant donné qu'il provient d'un ADN d'appareil, on va être obligé de régénérer et de recommencer le jeton. Il y a des mécanismes de migration faciles, mais le jeton devrait être régénéré si jamais on veut le bouger. Ce qui est différent un petit peu de mes jetons, par exemple mon jeton Gmail, que lui, je peux migrer parce qu'il ne vient pas d'une sécurité par rapport à l'ADN. On va aller chercher, on va avoir besoin pour fonctionner, d'aller créer des ressources. Tantôt, on va les voir. C'est quoi des ressources? C'est des consommateurs d'authentification. C'est des applications qu'un utilisateur va pouvoir aller s'authentifier dessus, ou des services, réseau ou pas, qu'un utilisateur va pouvoir aller s'authentifier dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a du VPN, on a nos Firebox qu'on a besoin de s'authentifier dessus.
des applications web, Office 365, Salesforce. On va voir ça tantôt, comment qu'on va aller gérer toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a comme type de ressources? On a tout ce qui est Radius. Comme le VPN sur un Firebox à l'heure actuelle va authentifier via un serveur Radius. Fait que client Radius. On a anciennement nos commutateurs. Je sais probablement qu'il y en a d'entre vous autres qui vont authentifier les usagers sur les commutateurs, les switches, réseau, via un petit serveur Radius pour être capable d'aller chercher une granularité au niveau de la sécurité. Donc, on peut se servir de ça. Anciennement, les accès Internet via Dial-up, c'était un client Radius qui était en arrière de ça, qui nous permettait de nous authentifier chez notre fournisseur Internet dans le temps. Un protocole assez vieux. On va pouvoir utiliser aussi du SAML, qui est un protocole de relation de confiance. Plus d'explications dans la prochaine diapositive. Suite à ça, on va avoir une ressource de type IDP Portal. C'est un Identity Provider, j'essaie de le traduire en français, un fournisseur d'identité, qui est un portail web hébergé chez WatchGuard, qui va vous permettre de faire des applications single sign-on. Autrement dit, on va faire une authentification multifacteur sur le site, puis on va avoir accès à des applications web via ce site-là, sans avoir à se reconnecter ailleurs, parce que lui va déjà avoir fait l'authentification via nos deux facteurs qu'on avait besoin au début. Les Logon Apps, qui sont les applications qui s'installent sur nos postes Windows et Mac qu'on veut protéger à l'interne ou à l'externe, c'est l'application qui va aller, qui devient notre client Hotpoint, mais pour les machines Windows. Une ressource qui va être de type RDWeb, je l'ai expliqué dans la diapositive d'avant, c'est que lui va s'installer sur le serveur RDWeb qui publie des bureaux, des applications remote desktop. Et on a aussi l'agent ADFS. On va utiliser pour l'authentification 3 petits protocoles, le bon vieux protocole Radius, qui dans le fond est là pour fournir une gestion centralisée pour de l'authentification, de l'autorisation. Fait que je suis qui, à quoi j'ai le droit, puis qu'est-ce que j'ai fait, combien de données, combien de temps. Donc, la comptabilisation. Donc, c'est une base de données centrale. Fait que tous les clients qui veulent authentifier quelqu'un pointent sur un serveur qui connaît l'information de c'est qui l'usager. On va pouvoir utiliser LDAP, qui est encore une façon centralisée, mais de type annuaire. Donc, on a beaucoup plus d'informations dans une base de données LDAP qu'on en avait dans un Radius. On connaît ça, Active Directory, qui va nous fournir du LDAP. Lui, en plus d'avoir l'usager, le mot de passe, il y a plus à quoi il a le droit dans le réseau, il y a plus d'informations, est-ce qu'il y a une boîte Exchange? Et là, on peut greffer un paquet d'informations alentour de ça. Mais on garde quand même la base qu'on veut authentifier, on veut aussi autoriser et comptabiliser qu'est-ce que nos usagers ont fait. Puis on va avoir le protocole SAMA, qui est, comme je l'expliquais, une relation de confiance qui s'établit entre deux parties. Le fournisseur d'identité, le IDP, et le fournisseur de service, qui est l'application à l'autre bout. Et quand je dis qu'il y a une relation de confiance, c'est que c'est pas, on va le voir dans le portail, on a l'impression qu'on va avoir une tuile d'application tantôt, puis que j'ai pas à inscrire que l'usager paie désigné quand il veut se loguer sur l'application, son mot de passe, c'est patate. Ce que ça fait, c'est que on dit quand le fournisseur d'identité a authentifié l'usager, l'application va lui faire confiance, puis elle va laisser l'usager passer au travers de l'authentification à ce niveau-là. Donc, elle fait confiance que le fournisseur d'identité s'est déjà occupé de faire la job au niveau de l'authentification. Avant de passer aux démos, je voulais juste vous faire deux liens ici, puis je vais vous les laisser le temps que je parle là. Au niveau des guides d'intégration, j'ai parlé tantôt, guide d'intégration, c'est quoi? C'est l'ensemble des applications compatibles avec Hotpoint pour lesquelles WatchGuard a vérifié que ça fonctionnait bien, puis on a fait un guide étape par étape pour aller les chercher. L'autre point, la documentation Hotpoint, qui est tout le temps intéressante à aller voir. Il y a une bonne portion de composantes dans Hotpoint. Il ne faut pas avoir peur d'aller lire la documentation quand on va faire les configurations pour être capable de ne pas manquer notre coup. On y va de même. Guide d'intégration, c'est un plus. Celui-là, bookmarkez-le. Il est le fun d'aller voir. Fait que, on s'en vient ici et on va passer à l'étape de la démonstration. Pour commencer,
j'aimerais ça vous amener, on a parlé, on va aller sur notre dans le Support Center de WatchGuard, qui est notre portail WatchGuard, qu'on va retrouver à tous les niveaux, autant partenaire que client. Puis, je vais juste vous faire les étapes pour aller créer une licence de démo, pour être capable d'avoir un démo de 60 jours pour Hotpoint. Donc, où est-ce qu'on gère nos licences? Que ce soit que pour un Firebox ou l'ensemble de nos choses, on va dans le menu My WatchGuard, Manage Product. On est habitué, on retourne là, on voit l'ensemble de nos numéros de série, le ou les numéros de série de nos pare-feux qui sont là. Mais on remarque que dans le haut, il y a toutes les licences aussi qu'on peut aller chercher. Celle qui nous intéresse, Hotpoint. Je m'en vais cliquer dessus. Où est-ce qu'on va avoir la liste des licences déjà actives? Si j'ai déjà fait de l'acquisition de Hotpoint, je vais avoir mes licences là. Point malheureux, c'est que si j'ai déjà activé Hotpoint en mode production, je serai pas capable d'avoir le démo. Par contre, si j'ai aucune licence ici, je vais être capable de me partir un démo. Fait que ce qui m'intéresse, c'est le Free 60-Day Trial en haut, où est-ce qu'on va pouvoir aller commencer à intégrer une nouvelle demande pour les 250 usagers pour une période de 60 jours. Donc, on va aller chercher une nouvelle licence ici, gratuite. Fait que je vais faire Next là. Rendu là, il va me dire, OK, je veux un Hotpoint Trial 250 users. On va aller rentrer un nom ici. Test Hotpoint pour aller continuer. Puis, on ne peut pas réutiliser les mêmes noms. On va faire attention à ça. On s'en vient ici. Suivant. On doit cocher, on doit accepter l'entente d'usager final. On va aller faire ajouter le suivant là-dessus. Et là, il va nous donner vers où on s'en va, les licences qu'il va nous générer pour être capable de les activer. Et à ce moment-là, on a une licence qui est bonne pour 60 jours ici. Donc, du 21 août dans notre cas au 20 octobre. Un coup qu'on est rendu là, on a accès à nos licences pour être capable de fonctionner. Et là, on peut commencer la configuration. Aujourd'hui, je vais passer assez rapidement. Il y a des choses déjà de configurer. On va faire le tour pour voir c'est comment les composants, comment que ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut, jusqu'où on peut aller, puis comment que la gestion des usagers fonctionne aussi. Fait qu'on s'en vient dans WatchGuard Cloud, étant donné que c'est géré là. On voit ici, on se rappelle que du dernier webinaire qu'on a la vue Service Provider, mais on peut aller chercher si vous êtes un fournisseur, un partenaire WatchGuard ou si vous êtes un client, on va se rendre directement dans notre compte client et c'est la vue que vous allez avoir à ce moment-là. On voit ici que j'ai déjà 20 licences d'activer pour mon client PAT WGSE, qui est un démo. Donc, le premier point, les usagers. Fait que dans le menu configurer, Hotpoint, on s'en vient ici, puis on arrive dans notre environnement Hotpoint pour la configuration. J'ai déjà 2 usagers de configurer, vous allez les voir, on va aller dedans. Par contre, si les usagers, vous voyez un petit tag à côté qui a été inscrit LDAP. Donc, ils ont été importés, chose qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais pour la base, on est en mode essai, on est en mode on commence ou on n'a pas d'importation Active Directory. On peut créer des usagers de façon manuelle. Très important, on y va. Où c'est qu'on va créer nos usagers, mais il y a quand même des champs obligatoires. Le courriel, le nom d'usager est vraiment obligatoire. Pourquoi? Parce que la mécanique d'activation se fait par courriel. Donc, aussitôt que l'usager va être créé, va recevoir un courriel pour être capable de configurer, finaliser sa configuration. Il faut créer son mot de passe aussi, mais il va recevoir quelque chose pour générer le jeton dans son application mobile. Et qu'à ce moment-là ici, il faut que le courriel existe. On ne peut pas créer un courriel inexistant, puis on veut que ça fonctionne pour être capable d'aller le chercher. Pour ce qui est du groupe, je vais vous traduire ça. Groupe, c'est pas un groupe qu'on a l'habitude de voir dans Active Directory où c'est un ensemble d'usagers qu'on veut avoir la même configuration. C'est plus, les groupes, c'est les politiques d'accès. Donc, ces membres-là de ce groupe-là, un usager peut être membre que d'un seul groupe. À quoi ils ont accès, quelles ressources ils vont avoir accès et à quelle méthode d'authentification ils vont avoir accès. Donc, dans mon cas de test ici, je vais avoir VPN avec V2 que je vais être capable d'aller chercher. Aussitôt que je fais Save ici, il y a un usager
qui va être créé, comme ça, et qu'il est en mode pending, il est en attente ici au bout. Et là, on a entendu ma petite alarme de courriel qui dit « OK, maintenant, Patrice, il est créé. » La première chose qu'il va avoir à faire, c'est d'aller définir son mot de passe. Donc, il va recevoir dans les deux courriels un mot de passe qui dit « Il faut que tu te crées, toi, l'usager, PDesonier2, un mot de passe. » Fait qu'il va l'envoyer sur le web pour aller faire ça. Le deuxième courriel, et là, je vais vous monter le téléphone ici, c'est un courriel qui dit « OK, maintenant, il faut partir l'activation. » Donc, on s'en vient ici. Puis ici, là, je suis directement sur mon appareil mobile. Fait que, en partant l'activation, il m'emmène sur le site et j'ai activé directement ici. Et le petit code QR en dessous, je vais y revenir plus tard. On va voir à quoi ça peut servir. Dans le cas où c'est que j'ouvre le courriel sur mon appareil mobile, aussitôt que je vais créer activer, il rouvre mon application en point, puis il me dit « Oh, je viens de te créer un nouveau jeton. » Donc, maintenant, je peux l'embarquer là. Et j'ai un jeton supplémentaire qui vient d'apparaître ici. Donc, on vient d'activer notre usager. Si je reviens ici en arrière, on voit que mon pending vient de se transformer par un numéro de jeton. Ce qu'il a fait, il a pris mon application, tantôt on a parlé d'ADN, il a fait le tour de mon appareil mobile, il est allé chercher toutes les informations qu'il avait besoin pour générer une identité de jeton, puis il vient de synchroniser ça avec le portail WatchGuard Cloud, le portail de Hotpoint de la gestion. Donc, on a un usager de fait. On veut que cet usager-là puisse utiliser des ressources maintenant. La première que le monde a tendance à aller chercher, c'est le VPN. On va aller chercher ça ici. Donc, on voit déjà que j'ai déjà une ressource de type Radius, qui est un Firebox, qui est déjà configuré. Donc, juste faire le tour vite. Le nom dans le haut. Les noms sont importants parce que c'est l'information que vous allez avoir dans le jeton. Tantôt, quand on va se connecter, c'est le nom qui va vous dire « J'ai un usager, Patrice Desonier, qui essaie de se connecter à la ressource qui a le nom suivant. » Donc, si vous mettez quelque chose qui veut dire rien pour vos usagers ici, quand ils vont recevoir la demande d'information, ils vont dire « Oh, Patrice Desonier essaie de se connecter à ABG 1032. » Ça ne voudra pas rien dire. Fait qu'on essaie de garder quelque chose qu'ils sont capables de reconnaître et qu'ils sont capables d'aller voir. Adresse IP interne. On envoie des informations de groupe et un petit point supplémentaire, vu que j'utilise AG V2 pour mes VPN, j'utilise SSL et AG V2, mais AG V2 a un besoin requis. Un besoin supplémentaire, c'est qu'il doit avoir MSChap V2 d'activer. Donc, on a des informations supplémentaires à les donner ici pour avoir un serveur NPS en plus de la passerelle Hotpoint pour aller faire l'authentification. Donc, ces informations-là ont besoin d'être là. Ce que je viens de raconter là, Patrice, il parle. Je vais juste revenir ici, vous allez voir les guides d'intégration et vous allez avoir dans le haut, et ça tantôt j'en ai parlé des guides d'intégration, on a la liste au complet. Là. Je viens de descendre jusqu'en bas, on a beaucoup de choses et ça, c'est toutes des instructions pour configurer. Mais on a dans le haut les mobiles VPN. Donc, on l'a pour AgV2 ici. Dans ça, il y a les instructions étape par étape pour les configurer et le serveur Hotpoint et le serveur NPS et la passerelle Hotpoint pour être capable de faire fonctionner un VPN en AgV2 avec un pare-feu WatchGuard. Même affaire pour le SSL ou L2TP ou IPsec. Tout est là, toutes les informations sont là. Donc, je reviens ici. Un coup, ma ressource créée, et là, j'ai parlé de Radius, puis on se rappelle tantôt dans les composantes que j'avais besoin pour faire du Radius, d'une composante supplémentaire. Donc, on a une gateway à installer, qui est un logiciel. J'ai déjà une gateway qui roule sur un serveur local, qui est mon serveur Active Directory. Fait que pour aller juste faire rapidement, encore là, mon nom, le port sur lequel il écoute, et on va noter ici que 1818, qui est un port qui n'est pas 1812, le port par défaut, mais c'est un port que moi, j'ai activé dessus. Et on va juste s'en rappeler parce qu'on va le revoir dans une config plus tard. Et quelles ressources peuvent utiliser ce serveur Radius-là? Donc, on avait tantôt une ressource Radius qui s'appelait LabPath Firebox Virtual DC Gateway 1. Et j'en ai un autre qui est le M310 Gateway 1 aussi. Donc, ces deux ressources Radius-là peuvent utiliser ma passerelle. Donc, il va aller faire ça. À noter ici que la passerelle, le logiciel, le petit logiciel qui sert de passerelle, sert pour 3 rôles.
on parle de Radius. On va parler aussi pour aller faire le lien avec ADFS. Et si on a un domaine à synchroniser des usagers et aller valider les mots de passe, ça va être la même passerelle qui va faire la job. Donc, on a une installation pour 3 rôles. Fait que dans notre cas ici, on a l'installation de fait. Quand je vais aller faire l'installation, dans la section Download, ici, on est encore dans Hotpoint, dans la console Hotpoint. Dans la section Download, c'est là qu'on va retrouver tous mes téléchargements. La portion du haut, le Logon App, qu'on va voir un petit peu plus tard, mais on a aussi l'installation de la gateway. Donc, on télécharge ça, on l'amène sur le poste qu'on veut qui serve de gateway. Ça peut être un serveur, mais ça peut être aussi un poste de travail. Si jamais on a une entreprise qui n'a pas de serveur Active Directory, qui n'a pas de serveur qui roule 24 heures sur 24, mais ça nous prend un serveur, un poste qui va lui rouler 24 sur 24, mais ça peut être Windows 10 ou Windows 8. Point noté, ça nous prend Java d'installer dessus. Donc, dans mon cas ici, c'est un serveur Windows que j'amène à l'écran ici, sur lequel j'ai fait l'installation. Donc, à partir d'ici, j'ai installé le Java, qui est Amazon Corretto dans ce cas-là, et j'ai fait l'installation de la passerelle, qui est assez simple à effectuer. Un coup la passerelle est installée, elle revient ici. Je retourne dans mon menu Gateway. Elle vient voir, puis là, on va voir le statut qu'elle est connectée avec le bouton vert à côté. Donc, j'ai une passerelle d'effectif. Un coup ça fait, ça veut dire que j'ai, je vous amène à l'écran, une configuration d'un pare-feu WatchGuard, pour ceux qui reconnaissent le Policy Manager. Dans mon menu Setup, Authentification, Authentication Server, j'ai une configuration Radius. Dans mon cas ici, pour mon domaine Batcave, la batcave.local, j'ai configuré l'adresse IP de ma passerelle que je viens d'installer sur mon serveur Windows. Et on reconnaît ici mon port 1818, qui était mon port spécial de tantôt. C'est voulu que ça soit comme ça. Donc, je vais dire à cette adresse IP-là, sur ce port-là, et je me suis entendu sur un secret partagé à l'avance. Donc, j'ai configuré ma configuration de passerelle et mon client Radius pour ça. Ce qui me fait que je vais pouvoir avoir un domaine qui va être capable d'authentifier mes VPN. Fait que, on va juste réduire ces choses-là. On s'en vient ici sur le téléphone, puis on va aller chercher la connectivité VPN. Dans le cas du téléphone, on a déjà une configuration de fait pour se connecter au VPN Virtual Gateway 1, qui est en AIK V2. J'utilise le client natif d'iOS pour faire ça. Quand on va voir, quand je vais faire la connexion en haut, on va voir apparaître une demande. Essayez-vous de vous identifier. Ça, c'est le Push Phase Authentication. À ce moment-là, il me dit qu'on se rappelle du nom de tantôt ici, la PAT FBV DC Gateway 1. Est-ce que j'approuve ou je refuse la connexion? Dans mon cas ici, je vais l'approuver. Aussitôt ça fait, on vient de voir changer en haut que ma petite connexion VPN a été approuvée. Donc, j'ai accès en VPN maintenant à mon réseau sur mon appareil mobile. Fait que je m'en viens faire info ici. Effectivement, j'ai un VPN AIK V2 de connecté sur le nom de ma passerelle avec mon usager. Mon adresse interne qui est à 10.200.114.3 et le compteur de temps qui fait maintenant 23 secondes que je suis connecté en VPN. Donc, ça a fonctionné. Et qu'est-ce que le pare-feu a fait? Il est allé questionner le serveur Radius, qui est mon Hotpoint Gateway, qui lui a fait le lien avec le Hotpoint dans le cloud pour dire, j'ai un PD zonier, est-ce qu'il y a un jeton? Il a fait activer mon jeton. Il a tout fait la mécanique pour faire ça. Donc, c'est comment on sert d'un usager à ce niveau-là. On va aller fermer la connexion. Et on va revenir à notre démonstration. Donc, je reviens dans ma console Hotpoint. Là, on dit, j'ai 150 usagers, je veux faire, je ne sais pas pour les créer, tout un à la fois. Non. Ce qu'on va faire, on va aller se créer des identités externes. Dans ce cas-ci, j'ai un domaine de type LDAP. Donc, on va aller chercher Active Directory de cette façon-là. Et on va voir en haut, on peut aller chercher LDAP ou du Azure AD. Donc, la base de données peut être alimentée par ces deux fonctionnalités-là. On va aller configurer une connectivité au domaine. Donc, on va aller chercher un usager qui va être capable de se promener dans le domaine pour être capable d'aller chercher les informations. Puis, on va aller donner vraiment un domaine avec une adresse de serveur, puis des attributs à aller chercher pour l'ensemble des usagers. Dans le cas
de ma connexion ici. On ne veut pas aller chercher tous les usagers. Donc, ce que j'ai fait une synchronisation par groupe. Donc, je suis allé dire, ici, j'ai un groupe Hotpoint, puis j'ai un groupe dans mon Active Directory. On va le voir, je vais ouvrir ma console Active Directory qui s'appelle Hotpoint User. Donc, ce que je suis en train de dire à Hotpoint, seulement les membres de mon groupe Hotpoint User dans Active Directory vont être importés dans mon Hotpoint. Puis un coup rendu là, mais tu vas les mettre dans le... On se rappelle, on a dit groupe tantôt, mais dans la politique de sécurité VPN avec V2. Qu'on va être capable d'aller, on va être capable de dire quelles ressources ont accès, ces usagers-là ont accès, puis avec quelle méthode. Donc, je remonte ma console Active Directory. On va réduire ce petit mauvais choix. Donc ici, on va voir en haut, j'ai un groupe Hotpoint User. Il est là mon groupe AD. Fait que c'est un groupe qui est existant. Fait que donc dedans, si je vais là, actuellement, j'ai mes deux usagers, P dézonier puis R dézonier. Fait qu'on les avait vus tantôt, ils étaient déjà importés. Ce que je vais faire, je vais maintenant m'ajouter un troisième usager, qui est Juliane dézonier. Donc, je m'en vais dans cet usager-là. J'aurais pu le faire à partir du groupe aussi. Puis, on va aller carrément l'ajouter dans mon groupe Hotpoint à ce moment-là. Hotpoint User. Fait qu'on vient d'ajouter cet usager-là. Là. Je vais réduire cette fenêtre-là. Et on va revenir ici au niveau de mes identités externes. Fait que j'ai, à ce moment-là, on revient dans mes usagers. J'ai pas de Juliane encore. Fait que, identité externe, on va aller faire, normalement, j'ai configuré une synchronisation une fois à l'heure. Mais je peux aller faire ici une synchronisation manuelle pour être capable d'accélérer les choses. Ou je le sais que j'ai fait des changements. On vient de partir de la synchronisation. Donc, je retourne dans ma liste d'usagers. Un petit rafraîchissement en haut. Et oh! J'ai une nouvelle importation. Juliane Dézonier en haut avec le tag LDAP à côté. Et on voit qu'elle n'a pas de jeton encore. Se faire un rafraîchissement. On est en mode pending à ce niveau-là. Donc, on sait que Juliane Dézonier, que son courriel est ici, vient de recevoir un courrier pour activer un jeton. Pour notre démo, j'ai un courriel de Juliane ici qui devrait apparaître en haut et on voit qu'elle a reçu dans son Outlook, Outlook Office 365 pour son domaine, elle a reçu un nouveau courriel. Donc, on va aller le lire ici. Bon, bienvenue Juliane, j'ai le courriel d'activation. On voit que j'ai pas de deuxième courriel qui demande un mot de passe. Pourquoi? Parce que c'est le mot de passe Active Directory qu'on va aller chercher. Donc, je vais faire ici commencer l'activation. On a vu tantôt que j'avais soit activé via le bouton ici ou j'avais un code QR. Et là, je vous amène, on va remonter l'appareil ici, puis on va aller chercher l'application Hotpoint. Et là, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser le code QR pour aller activer un nouveau jeton. Donc, si je vais en haut ici, on voit qu'il active ma caméra et je viens de scanner le code QR qui est à l'écran. Donc, il me dit, ah, j'ai un nouveau jeton. C'est la façon d'aller le chercher. En ce moment-là, on voit ici dans le bas, j'ai un nouveau jeton encore qui vient de s'ajouter à la suite de mes autres en allant scanner mon code QR. C'est la deuxième méthode pour le faire à ce niveau-là. Si je reviens à ma configuration, on voit ici que J dézonier se retrouve maintenant avec un jeton d'activer à ce niveau-là. C'est la façon de faire une importation LDAP. Suite à ça, on veut protéger les machines Windows. Allons-y pour protéger les machines Windows. Qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher une machine ici. Ce qu'on va faire, on a créé une ressource, excusez-moi, je viens de sauter de deux choses, qui s'appelle Logon App. Cette ressource-là va indiquer à l'agent comment réagir. C'est qui, c'est quoi? Lab Windows, c'est son nom. Et on va créer un fichier de config qui va brancher l'agent de Logon dans notre compte à nous autres et avec l'ensemble des choses. Si je retourne dans mon download ici, on voit en haut que j'ai un agent et j'ai mon fichier de config qui suit en dessous. Aussitôt que j'ai ces deux choses-là, l'installeur et le fichier de config, ça va donner l'indication à mon application de login, mon Logon App,
de savoir à quel compte il appartient, comment il va réagir, puis qu'est-ce qu'il va faire. Un coup ça fait, j'ai déjà envoyé sur cette machine-là, ici, on va voir que quand je vais me connecter, je me connecte, je ne me fais pas intercepter à l'heure actuelle. On s'en va, on se connecte à la machine, qui est un peu croustillante aujourd'hui à cause de la quantité de machines virtuelles qui roulent pour le démo. Bon, fait que là, je suis passé au travers en disant, OK, actuellement, j'ai rien installé. Fait que je vous ai expliqué que pour être capable de faire l'installation, et vous allez voir, c'est assez simple. On s'en va ici, Add point. J'ai besoin de l'installeur de l'agent. Ma dernière version est ici. Et j'ai un fichier WL-config. Il faut que les deux se suivent et soient au même endroit. Un coup que ça c'est fait, double-clic, on peut se servir de GPO, on peut se servir d'Active Directory pour faire le déploiement. L'important, c'est de les avoir en même place. J'ai pas rien indiqué au client. Il sait par le fichier de config c'est qui, c'est quoi. Il juste me demande d'augmenter mes privilèges. Et là, il va procéder à l'installation. Ce qui m'amène, et là j'en ai déjà un d'installé, je vais juste réduire celui-là, et on va aller voir, ce qui m'amène à une machine qui, lorsqu'elle est protégée par l'agent, je me connecte, et on vient de le voir ici, et là j'ai les options pour être capable de me connecter, soit d'envoyer un push, ou le code QR, ou le one-time password. À ce moment-là, je fais envoyer un push et on va voir qu'à côté, il dit est-ce que Patrice essaie de te connecter sur WRKST01 qui est dans le Lab Windows, on se rappelle du nom tantôt. Mais je peux faire approuver ici, ce qui va me permettre de passer et d'aller me loguer sur ma machine à côté. Un coup ça fait. J'ai parlé du portail d'identité, le IDP Provider. Le IDP Portal, excusez, le fournisseur d'identité. On a je vais retourner en arrière. Dans les ressources, on va avoir, on est capable de créer une ressource de type IDP Portal qui va créer dans notre environnement Hotpoint Cloud un portail d'identité. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on lui donne un nom et on lui donne un alias. Normalement, ça va être l'alias de l'entreprise ici parce qu'il va créer une URL qui va être hotpoint.watchguard.com / le nom qu'on va avoir là. Il va y avoir une vérification qui est faite. Est-ce que le nom existe déjà? Ce qu'on veut ici, c'est d'avoir de quoi de significatif qui va pointer vers notre portail d'entreprise. En allant dessus ici, je vais être capable d'ouvrir un navigateur sur une machine puis d'aller pointer sur mon portail. Comme ça. On s'en vient ici. Ce que ça fait, c'est que notre navigateur, il va procéder à notre authentification. Puis, il va faire l'authentification multifacteur pour notre usager. Suite à ça, à l'intérieur, désolé, on y va comme ça. Et là, on va retourner, on va voir encore à côté. Il vient de me dire, est-ce que vous essayez de vous identifier? Et là, on voit que ça change. Shawinigan, Québec. Là, oh, c'est dans Chrome, puis je suis dans le portal Batcave. Oh, fait que là, on sait que j'essaie de m'authentifier dans cet environnement-là. Et là, on a accès. Actuellement, j'ai une tuile d'application. Si je clique là-dessus, ça va m'envoyer dans mon Access Portal de mon Firebox DC1 directement. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de rajouter une tuile pour être capable d'avoir un accès. Ce qu'on va aller faire vite, on va aller se faire une tuile pour Salesforce. Fait qu'on va aller en haut ici, on va la faire rapidement. On va aller chercher une ressource de type SAML, puis on va l'ajouter ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler Salesforce. On va aller chercher dans notre type de SAML application. On va chercher notre Salesforce qui est ici. Ça va donner des informations. Et là, je vais aller juste copier comme il faut mes informations. Donc,
Déjà là, j'avais fait la portion. Si je m'en viens dans les guides d'intégration, j'ai déjà fait la portion pour programmer Salesforce. Donc, j'ai exporté mon certificat de Hotpoint, puis j'ai déjà fait la portion Salesforce pour aller plus vite. Et là, je suis en train de dire à Hotpoint, ben, voici les informations, mon identité de mon Salesforce, la page de login. Qu'est-ce que j'envoie comme nom? Mes noms d'usagers, c'est mes courriels. Mon URL de sortie, qui lui se trouve d'être ici. Et vu que j'avais copié tantôt un certificat, fait que je vais prendre le certificat que j'avais déjà pris, qui a déjà été créé dans mon Salesforce, et j'ai créé une application qui s'appelle Salesforce. On va aller maintenant l'assigner, je m'en viens ici, dans mes groupes. Tantôt, j'ai dit que les groupes, c'était plus une politique d'accès. Donc, je vais aller dans mon groupe IVPN AgVid2. Qui honnêtement aurait probablement dû avoir un autre nom, mais on voit que j'ai accès à toutes mes ressources. J'ai accès à mon M310 en radius, j'ai accès à mon Firebox V en radius, j'ai accès à mon Logon App. Fait que ça dit les usagers qui sont membres de ça, à quoi ils ont accès. Mais là, on vient de créer une nouvelle ressource. Donc, je vais aller me rajouter une ressource qui s'appelle SAML Salesforce. Puis, je vais aller dire qu'on a besoin du mot de passe et je peux utiliser les 3 méthodes d'authentification, le OTP, le push et le code QR, dans le cas de ça, pour les membres de ce groupe-là. Donc, je viens de rajouter la ressource à ce niveau-là. En faisant save, maintenant, mes membres de HikeV2 ont accès à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur ma machine virtuelle pour aller voir s'il s'est passé quelque chose de différent. Donc, on était déjà logué dans mon IDP Portal. Et maintenant, j'ai une deuxième tuile qui s'appelle Salesforce qui est disponible. Ce que ça fait, comme tantôt je l'ai expliqué, quand j'ai mon usager est déjà authentifié là, quand je vais cliquer là, je n'ai pas eu besoin d'aller dire pays désigné, son mot de passe c'est patate32. Non, il est déjà authentifié. Fais-moi confiance Salesforce. Donc, je vais cliquer ici. Et on a vu ouvrir un deuxième onglet qui va nous rediriger dans notre application Salesforce. Puis là, il va dire, écoute, j'ai déjà PDZoni, laisse-le passer. Et qu'à ce moment-là, notre page web va nous pointer notre application. Et là, on vient de rentrer dans mon application Salesforce qui est pat-wgse-dev-ed. Et il va savoir que c'est PDZoni qui est en train de rentrer là. Donc, je devrais voir ma page d'administration à ce niveau-là, dans mon petit bonhomme Salesforce qui est en train de se connecter. Donc, tout ça, chaque usager qui existerait aussi dans Salesforce aurait accès via le portail IDP. Fait que c'était notre démonstration à ce niveau-là. Donc, on retourne ici. Ça conclut un petit peu, ça compte pas un petit peu, mais ça conclut notre présentation d'aujourd'hui sur Hotpoint, sur l'authentification multifacteur, sur ce que nous autres WatchGuard, on est capable de faire. C'était pas un training, c'était encore notre Tech Thursday. J'ai essayé de démontrer tout ce qui se passait là. N'hésitez pas à aller sur le lien, soit en scannant le code QR qu'il y a là, ou aller sur le lien SurveyMonkey en bas pour vos commentaires sur la présentation, des idées de présentation que vous aimeriez avoir. Inquiétez-vous pas, on les lit. Et oui, il y a eu des demandes, puis les prochaines présentations, dont celle-là ici, fondamentaux du Wi-Fi, ça va être notre prochaine. Oh, j'ai écrit en août, c'est en septembre. Désolé. Donc, notre présentation de septembre sera sur le Wi-Fi. Pas nécessairement les produits, mais la base du Wi-Fi, comment ça fonctionne, les puissances de radio, ces choses-là. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, j'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes un client, contactez votre vendeur préféré. Si vous êtes un partenaire, vous savez comment me rejoindre. On va tout regarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour on peut aller donner plus de formation, aller plus loin dans les configurations et voir comment on peut vous aider à déployer l'authentification multifacteur. Bonne fin de journée et on se revoit en septembre. Merci.